Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un webinaire sur la notion de plaisir. Plaisir avec un grand P et un S à la fin. C'est une collaboration avec la plateforme Talk et on a pris vos questions vis-à-vis du plaisir, mais aussi toutes les choses que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Toutes les choses que je vois en consultation et qui, des fois, m'hérissent le poil, qui des fois me dit: j'ai envie de mieux vous accompagner, je veux vous informer là-dessus, je veux que vous ayez une expérience la plus plaisante possible dans vos rapports sexuels, dans votre intimité. Et donc, on va revenir sur plein de sujets. Ce webinaire, il s'adresse à toutes les personnes de toute orientation sexuelle, de tous les genres. On va parler de la notion de l'orgasme. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que quelle est la définition exacte? Et ça, j'adore en parler parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire à ce sujet-là. On va aussi voir ce qu'est le désir, le plaisir, quelle est la différence. Et vous verrez tout au long de ce webinaire, je vais plutôt me focaliser sur le plaisir. Il y a déjà tant de choses à dire sur le plaisir, mais il y a encore plein de choses à dire sur le désir, donc ça fait l'objet d'un autre webinaire. On va parler de l'orgasme gap, le fossé orgasmique, entre les hommes hétérosexuels, les femmes lesbiennes, les femmes hétérosexuelles. Qu'est-ce qui se passe dans les couples hétérosexuels vis-à-vis du plaisir? Qu'est-ce qui se passe du côté des hommes, des personnes à pénis vis-à-vis de leur plaisir? Du côté des femmes, des personnes à vulve vis-à-vis de leur plaisir? Chloé m'a demandé aussi ce que je pensais des sextoys. Vous allez avoir mon avis là-dessus. Et ce que je peux recommander aussi quand on a envie d'avoir plus de plaisir en solo et à plusieurs, à 2 ou plus. Bref, il y a tellement de choses à dire, mais je vous laisse place à l'écoute de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette course à la performance, aux orgasmes, au désir? Ce sera ma toute première question pour toi. OK et bah, déjà bonjour, bonjour à tout le monde. C'est vrai que d en consultation, en sexologie, mais même, sur Instagram, on voit de plus en plus de questionnements autour, du désir, autour de l'orgasme et c'est super parce que comme tu l'as dit, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet-là, mais sont aussi inondées d'informations. On est dans une société hyper sexualisée, on sort dehors, on voit plein de contenus déjà très sexuels rien que sur les publicités, mais alors encore plus sur nos téléphones aussi et avec, des tips, des conseils pour améliorer notre sexualité. Donc j'en fais partie aussi dans ces tips-là. Mais des fois, effectivement, ça peut créer, je le vois en séance, des nouveaux complexes, ce que j'appelle des complexes ou une pression supplémentaire à l'orgasme. Là, aujourd'hui, va se concentrer, principalement à l'orgasme, hein, mais ça pourrait être aussi sur le désir. Mais l'orgasme avec vraiment une sorte de dictature orgasmique. Cette performance, cette course à l'orgasme, cette course au plaisir, que ce soit du côté des hommes, mais aussi du côté des femmes. Mmh. Est-ce que tu peux revenir du coup sur un peu une question de vocabulaire? Je pense que c'est important. C'est quoi la différence entre le plaisir et le désir, en fait? Mmh. Alors déjà, si on se concentre sur plaisir et désir, désir, pareil, là, il y aurait plein, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, mais il y a plein de notions par rapport au désir. Aujourd'hui, on parle de désir spontané, de désir réactif. Le désir spontané, c'est un élan, on a des fantasmes, on a un imaginaire érotique, on a envie de sexualité, donc on va aller vers, de la sexualité soit, solo, soit à 2, soit à plusieurs. Même des fois, on peut avoir du désir spontané, mais avoir de la difficulté à initier. Et puis le désir réactif, des fois, on peut avoir l'un et l'autre, l'un ou l'autre ou l'un ni l'autre. Le désir réactif, c'est je pensais pas forcément à la sexualité et puis, par exemple, un partenaire, une partenaire, est venu vers moi, est venu me stimuler d'une manière qui a pu alimenter mon excitation et lancer mon désir. Ou même voir certaines personnes qui vont entrer dans de la sexualité sans forcément avoir de désir, mais se dire: «Bon, voyons voir» et qui, au fur et à mesure des stimulations, leur désir va se réveiller et donc ça fait partie du désir réactif. Là, je le fais vraiment de manière très, très courte, en résumé et le plaisir, là, c'est plutôt ce qui arrive généralement, mais on pourrait peut-être, aussi, se dire que ça peut être différemment, qui arrive après le désir ou dans la continuité du désir. Il y a l'excitation qui arrive et puis il y a plein d'éléments, d'ingrédients qui vont venir faire que cette excitation augmente, augmente, augmente et va venir créer des sensations très plaisantes. Mmh. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur, orgasme, plaisir, jouissance. Il y a qu'est-ce qu'un orgasme, en fait, hein? Et je trouve ça important de revenir sur les définitions parce qu'en fait, il y a pas de définition universelle et c'est pour Mmh. ça que ça peut être confus. Même en sexologie, on n'est pas encore raccord sur une seule et définition.
C'est vrai que souvent, quand même, on va axer la définition de l'orgasme sur quelque chose de physiologique. Par Mmh. exemple, éjaculation égale orgasme. On verra que c'est pas tout à fait vrai, mais de se dire, bah, un homme a un orgasme quand il y a une éjaculation. On Mmh. pourra revenir là-dessus, hein. Mmh. Heu et puis, par rapport, à la femme ou même l'homme, on va vraiment le décrire comme, des contractions involontaires des muscles du plancher pelvien, le rythme cardiaque qui s'accélère, peut-être de la transpiration, de la lubrification, vraiment quelque chose de l'ordre physiologique, avec souvent une accumulation de la tension et puis un pic, il y a l'orgasme et puis ça redescend, une résolution. Mais ça, c'est une seule définition qui est vraiment axée sur l'ordre physiologique, quoi, concrètement. Et d'ailleurs, les études axent vraiment sur ça. Mmh. Parce que c'est très difficile de mesurer quelque chose qu'on ne voit pas. Alors que physiquement, on peut évaluer le rythme cardiaque, on peut évaluer la lubrification, on peut évaluer les contractions des muscles du plancher pelvien, on peut voir quand il y a une éjaculation. Mais de l'ordre psychologique, par exemple, il y a une volupté de la sensation, sexuelle. «Ah, ça fait quelque chose dans mon corps, dans mon ventre, dans mon cœur», peu importe. Ça, c'est plus Mmh. difficile, de manière scientifique à venir évaluer ça. Mais pourtant, il y a aussi, bah, des définitions de l'ordre plutôt psychologique. Moi, j'aime bien aussi, cette approche que j'avais vue, au Canada, qui parle d'orgasme et d'orgaste. Et Mmh. donc, l'orgaste, c'est basé sur la définition plus physiologique. Par exemple, quand j'éjacule, c'est un orgaste, c'est une décharge physiologique. Pareil pour les femmes, il y a certaines femmes qui peuvent avoir des émissions, de l'éjaculation aussi, et donc c'est plutôt orgaste, une décharge physiologique. Pareil, on pourrait dire les contractions comme ça, ressentir le relâchement périnéal ou même la contraction périnéale, ça pourrait être une décharge physiologique. Et l'orgasme, ce prisme-là, ça serait plutôt de l'ordre psychologique, cette, sensation de bien-être sexuel, cette sensation d'être repu, d'être pleine, d'être juste bien parce qu'on est shooté à de bonnes hormones. Mmh. Qui peut être accompagné aussi de l'aspect, physique, Si j'imagine? Ouais. effectivement, qui peut Mmh. être aussi, couplé à ça et qui peut des fois ne pas être couplé, hein. C'est Comme, ça. bah, là, je peux revenir, hein, sur, l'éjaculation, où des hommes peuvent éjaculer et c'est couplé à de l'orgasme, c'est-à-dire vraiment une sensation de bien-être, je me sens totalement bien, même je me sens apaisée et cetera, et d'autres qui peuvent avoir des éjaculations et puis pas forcément un orgasme. C'est-à-dire j'ai éjaculé, mais c'était de manière mécanique et puis, bah, voilà, ça m'a pas forcément satisfait. Mmh. Donc ça peut être ça, à chaque fois ou ça peut être ça de temps en temps ou une fois de temps en temps, ça va dépendre vraiment. Mais c'est important de pouvoir décorréler parce que aussi je trouve que d'axer que sur l'éjaculation, bah, c'est une définition très réduite, de l'orgasme masculin. Mmh. Si en fait, on se concentre que sur l'éjaculation, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe de tout le reste du corps des hommes et de ce qu'ils peuvent vivre aussi? Donc c'est Mmh. intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire aussi de la sexualité, parce que la manière dont on pense la sexualité, donc cette définition, par exemple, de l'orgasme, va conduire à un certain type de comportement aussi. Oui, tout à fait. Mais du coup, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser plein de questions. Donc c'est vrai qu'il y avait des thématiques qui ressortaient un petit peu de toutes les questions, qui m'ont été posées. Donc évidemment, on m'a posé des questions à propos du porno, du slow sex, de la masturbation, la question des fantasmes aussi. Du coup, tout ça, tu regrouperais sous quelle thématique, Camille? Fantasme. Ouais, il y a pas mal de choses, mais de l'ordre de quand même du désir, de l'excitation, mais qui va aider et conduire au plaisir, donc ça fait sens aussi. OK. On va pouvoir voir de toute façon dans chacune des questions, qui ont été envoyées, on va l'axer sous le prisme du plaisir et vous verrez, il y a plein de choses qu'on peut dire. De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur la sexualité qu'il faut toujours trouver un angle d'approche et même là, dans ce que je vais dire, il y aura peut-être plein d'éléments manquants parce qu'en fait, il faudrait passer des journées entières à tout expliquer.
Oui, donc disons qu'on va parler de désir et de plaisir. Alors mettez-vous à l'aise, mettez vos écouteurs et osez rester avec nous pour parler santé sexuelle aujourd'hui avec Camille. Alors, je vais tout simplement rebondir sur une des pistes présentées, par un des articles. Tu sais, je t'ai lu, quelques titres d'articles au tout début. Une des pistes, c'était de dire que les écrans, que ce soit Netflix, les réseaux sociaux ou même le porno, font concurrence à la vie intime. Qu'est-ce que toi tu en penses et comment ça se passe? C'est quoi tes observations en consultation par rapport à ça? Mmh. Eh bien, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus quand même, en consultation, cette notion aussi de flemme, à aller vers de la sexualité parce qu'on est dans notre confort, parce que, bah, il y a les réseaux et ça vraiment, l'écran, qui fait en fait, vraiment office, même d'une troisième personne dans la relation, est vraiment présent, hein. Les réseaux sociaux, les téléphones, Netflix comme tu disais, hein, souvent on parlait de Netflix and chill, où on Mmh. regardait un film Netflix et après on allait vers de la sexualité. C'est peut-être vrai, chez les jeunes couples, mais en fait, après on se rend compte que, bah, Netflix ou, les réseaux sociaux, bah, en fait vont, contribuer au fait d'être dans de la relaxation, dans quelque chose de passif et c'est très bien aussi, hein, de déconnecter. Souvent les gens vont dire: «Bah, moi en fait quand je rentre du boulot, j'ai juste envie de déconnecter». Donc, bah, je vais sur les réseaux sociaux, puis je m'y perds, ou je regarde un film pour juste j'ai plus envie de penser à rien, j'ai juste envie d'être passif, passive. Et donc je leur dis: «Mais c'est totalement normal, si vous êtes là-dedans, que c'est difficile d'aller vers de la sexualité». Parce que la sexualité, ça demande d'être dans quelque chose d'actif, proactive aussi si possible, dans du mouvement, d'avoir assez d'énergie et c'est pas forcément le cas quand c'est à 22 heures après un film ou après avoir scrollé sur les réseaux sociaux qu'on a le plus d'énergie pour aller vers de la sexualité. Donc, c'est vrai que ça, c'est une dimension importante à prendre en compte vis-à-vis d'une fréquence qui est moindre, mais en même temps, moi, je préfère vraiment que les gens aient moins de sexualité et mieux, quand ils Mmh. le font ou quand elles le font avec plus de plaisir. Et c'est vrai que ces études-là, je ne sais pas s'ils axent vraiment là-dessus, c'était la question justement que je renvoyais aux journalistes qui ont pu me contacter à ce sujet-là. Mais qu'en fait, si c'est moins, mais que du coup, il y a des personnes qui justement le font moins parce que c'est coûte, parce que là, en fait, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, le devoir conjugal, je sais que c'est derrière, même si je peux culpabiliser et cetera, je sais que c'est en mon droit de dire non. Et Mmh. donc, il y a des personnes qui maintenant disent non quand elles ou ils n'ont pas envie. Et donc, bah, évidemment, ça va espacer du coup les rapports sexuels, mais tant mieux du coup. Moi, je préfère que les gens aillent vers la sexualité quand vraiment c'est un élan, il y a un oui ou il y a en tout cas un je sais pas encore, mais pourquoi pas, et bien d'y aller. Donc ça, c'est vraiment important cette notion, peut-être que les gens et j'espère que c'est le cas et c'est ce que je peux voir en tout cas en consultation, s'écoutent de plus en plus, essayent de se mettre moins de pression et c'est pas tout le temps, facile parce que même si on sait qu'on peut dire non, il y en a beaucoup qui en séance vont dire: «Moi je culpabilise de dire non». Parce Mmh. que, bah, le pauvre, il en a envie ou alors, je culpabilise parce que j'ai pas de plaisir et comme j'ai pas de plaisir, bah, du coup, ça coupe mon désir. Si je peux pas lui donner ce qu'il attend de moi ou ce qu'elle attend de moi, bah, je préfère pas aller là-dedans et donc c'est Mmh. pour ça qu'on parle de pression aussi. C'est des fois, en fait, les gens pourraient aller vers la sexualité, mais il y a tellement trop d'étapes qui doivent être faites Mmh. que c'est tellement une pression que les gens se disent: «Écoute, tu sais quoi? C'est vraiment plus facile, en fait, d'être seul, déjà vers d'aller vers la sexualité seule, ça me prend moins la tête, c'est exactement comme je veux, j'ai pas besoin de faire attention à l'autre, à plein de paramètres qui peuvent me mettre de la pression, me stresser». Ou alors même, c'est plus facile d'être devant, mon écran, mon film, je suis tranquille, je me détends et je me rajoute pas un stress plus supplémentaire à une vie qui est déjà stressante, en fait. Mmh. Ah, il y aurait plein de questions, à te poser en lien avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, tu parles de la sexualité seule, la masturbation, donc on va y venir tout de suite. Mais tu parlais j'aimerais quand même qu'on détaille un petit peu cet aspect-là de un peu de devoir conjugal, en tout cas de fréquence qui devrait être normale. Il y a eu ces débats avec Thérèse Argot, là, récemment, qui est une sexologue très controversée, qui conseillait un nombre d'activités sexuelles par semaine au minima pour être considéré dans une normalité, entre guillemets. Euh, est-ce que, euh, est-ce que ça, toi, en consultation, il y a encore vraiment des personnes
dont qui viennent avec ces pensées-là, avec ces croyances-là et comment tu fais pour qu'on puisse les déconstruire, les détricoter, en fait? Super intéressant. Je reviendrai pas sur la controverse, mais super intéressant sur la fréquence parce que oui, ça revient énormément en séance et même des couples qui des fois vont dire: «Mais nous, on est très heureux avec notre sexualité, mais on le fait pas suffisamment». Donc déjà, c'est presque paradoxal. Ils sont très heureux comme ça, mais ils se disent: «On le fait pas suffisamment parce que, bah, en fait, on le fait pas, 2 fois par semaine». Souvent, dans la croyance, ça devrait être 2 fois par semaine. Moi, c'est ce que j'entends souvent. Et moi, évidemment, ça m'embête parce que je suis là, la fréquence, pour moi, ça veut rien dire. Vraiment, si c'est pour faire 2 fois par semaine, mais qu'il y ait aucun plaisir, que ce soit, pour éviter des conflits, parce que, il faut le faire et qu'on s'écoute pas du tout et qu'on se force et qu'ensuite on soit dégoûté de la sexualité, non, non merci, vraiment. Mmh. Donc oui, c'est des sujets qui reviennent. Comment on peut essayer de faire face de déconstruire ça? Alors évidemment, en tant que sexologue, on va dire exactement ce que je t'ai dit. On va dire que c'est beaucoup plus important de s'écouter, de voir ce qui peut être mis en place. Est-ce que peut-être il y a ces notions de flemme et du coup, si on travaille là-dessus, bah, le couple peut retrouver un élan, mais pareil, il faut s'écouter, et cetera. Donc ça, évidemment, on le dit. Mais ça n'empêche pas que c'est des fois tellement intégré, en se Mmh. disant: «Mais tout le monde fait autant de fois par semaine que nous», parce que ça rassure, on a envie d'être comme les autres, Mmh. sans vraiment savoir ce que les autres font en vrai, mais on suppose, on pense, eh bien, ça nous rassurait beaucoup plus de faire comme les autres que de faire comme nous on a envie. Mmh. Et ça c'est un problème. Je trouve que du coup, ça vient en fait, creuser encore plus loin, qui est l'estime de soi, la confiance en soi. Et Mmh. souvent ça, je le vois chez les personnes qui, ont pas trop confiance en eux ou en elles ou une baisse d'estime d'elles ou d'eux. Parce qu'en fait, en consultation, quand on a des gens qui ont une bonne confiance en elles, qui ont une bonne estime d'elles, en fait, ils en ont rien à foutre de ce que les autres font. Ils sont Mmh. vraiment: «Mais moi, c'est ce qui est important, moi, ce que je veux, moi, ce que je pense, moi, comment j'ai envie de vivre ma sexualité». Mais c'est pas la majorité. Mmh. Ouais, ouais, et c'est difficile, j'imagine d'être un peu «en marge» entre guillemets, mais comme tu dis, on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans l'intimité des autres, donc c'est que des suppositions aussi, et donc j'avais une Et autre ça, c'est question. important. Oui, Attends, je veux oui, rebondir dis-moi. sur ça Oui. parce que c'est important ce que tu dis, parce que les études elles-mêmes connaissent cette limite. Et c'est d'ailleurs un biais que chaque étude, normalement en sexologie, doit mettre, c'est le biais de désirabilité. Mmh. C'est-à-dire, on sait que sur le sujet de la sexualité, les gens disent pas forcément la vérité, Mmh. que on peut gonfler les chiffres pour que ça fasse bonne figure. On peut gonfler la taille de son pénis. On peut gonfler le nombre de fois qu'on a. On peut gonfler le nombre d'orgasmes qu'on a parce que Mmh. c'est tellement tabou et puis quand on fait une étude là-dessus, on se dit: «Allez, il faut donner des chiffres que les scientifiques attendent de nous, donc on va aller encore gonfler tout ça», que les scientifiques eux-mêmes savent que c'est déjà un biais et le mettent. Donc ça serait important que les gens comprennent et je le dis aussi en séance, il y a un biais de désirabilité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens, chez les voisins, on ne sait pas vraiment. Nous, en tant que sexologue, on peut savoir parce qu'on a la vérité, de ce qui se passe dans les foyers. Mais vraiment, moi j'appelle ça la norme du voisin, le complexe du voisin, ou de la voisine, de s'imaginer que chez les voisins, voisines, ça se passe beaucoup mieux, qu'il y a que du plaisir, il y a que du désir, il y a que des bonnes relations et que c'est une sexualité libérée. Mais en fait, on n'en sait rien. Mmh. Hyper intéressant cette histoire du voisin là, c'est très cool. Du coup, tu parlais juste avant, tu disais effectivement ça peut être, il peut y avoir aussi cette flemme liée à, je vais me lancer dans quelque chose, mais en fait, je vais pas avoir moi de plaisir. Et donc il y a quand même cette question de différence qui peut à un moment donné exister entre les partenaires. Comment ça, toi, tu l'abordes en consultation avec les personnes qui viennent te voir? Parce que c'est une vraie question, en fait, cette différence et comment tu retrouves l'autre à un moment donné aussi, sur ces questions-là? C'est une bonne question aussi parce que on parle beaucoup du orgasm gap, le fossé orgasmique. Donc les études, le montrent. Les hommes hétérosexuels ont 95 de chances d'avoir, un orgasme et pareil, là, ça mériterait quand même d'aller Mmh. creuser qu'est-ce qu'on entend par orgasme parce que ça je pense que l'étude sous-entend une éjaculation, mais je suis pas sûre qu'il y ait Mmh. orgasme.
Mais Donc bon, je vais l'orgaste, m'appuyer. l'orgaste dont tu parlais, du Voilà. coup. Voilà. Donc, Mmh. même les études, c'est pour ça que les chiffres, j'aime pas trop parce que, en fait, c'est basé sur une définition de l'orgasme qui n'est pas la mienne. Mais je vais quand Mmh. même reprendre cette étude parce qu'elle est souvent citée. Donc, 95% des hommes hétérosexuels ont des orgasmes lors du dernier rapport sexuel qu'ils ont eu. Pour les femmes lesbiennes, là, c'est 85%. Mmh. Donc, ça diminue par rapport aux hommes, mais c'est quand même un chiffre quand même élevé. Pour les femmes hétérosexuelles, elles ont 63% de Mmh. chances d'avoir eu un orgasme lors du dernier rapport. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'orgasme gap, c'est-à-dire là, dans un couple hétérosexuel, bah, un homme, 95%, la femme, 63%, ça crée un fossé orgasmique. Qu'est-ce qui se passe là à ce niveau-là? Mmh. Et ce que je trouve intéressant, et je voulais reprendre, et d'ailleurs, je peux même citer son livre sur les révolutions de l'orgasme de Magali Crozet, même Magali Crozet-Calisto, pardon, Mmh. qui, elle, parle de cette construction de l'orgasme. Pareil, pendant longtemps, on a parlé de l'orgasme vaginal, de l'orgasme clitoridien. Mmh. Aujourd'hui, on parle plus d'un orgasme clitoridien. Mais pendant des années et des siècles, on parlait d'orgasme vaginal clitoridien, où l'orgasme vaginal, c'était celui de la femme mûre, celle qui a du Mmh. plaisir via la pénétration, alors que l'orgasme clitoridien, c'était plus l'orgasme de la petite fille, jeune fille, qui se stimule le gland du clitoris, et donc voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que ça préparait déjà à cette sexualité pénétrocentrée, où Mmh. bah, ça passe automatiquement par une pénétration quand on est une femme et qu'on est marié, là, dans le contexte hétérosexuel, parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça, eh bien, ça passe par la pénétration et tout le monde doit avoir du plaisir là-dedans. Et donc, pendant longtemps, il y a eu aussi bah, je suis frigide parce que je n'ai pas d'orgasme vaginal. Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il y a beaucoup qui venaient consulter. Là, je vois une différence aujourd'hui où on parle quand même moins d'orgasme vaginal. Ça arrive quand même plus chez les femmes de 50 ans et plus qui viennent avec cette définition-là encore, et donc ça me permet de refaire un petit topo là-dessus. Mmh. Mais donc, Magali, qu'est-ce qu'elle dit dans son livre? Elle dit qu'en fait, la construction de l'orgasme vaginal ne définit pas le fonctionnement sexuel de la femme, si en fait ça va bien ou ça va pas bien, mais en fait, ça repose sur le désir sexuel de l'homme. C'est-à-dire Mmh. que l'homme prend du plaisir, mais pareil, peut-être selon la construction sociétale, prend du plaisir via une pénétration, et que du coup, si la femme, elle prend pas du plaisir via la pénétration, c'est qu'elle aurait un problème. Mais Mmh. tout ça n'est pas basé sur la fonction sexuelle de la femme, puisque maintenant on se rend compte que quand même, si on se base seulement sur la fonction sexuelle de la femme et en termes de plaisir, le clitoris a toute sa place plutôt que le vagin. Ouais. Mais encore, il y a des femmes qui peuvent avoir du plaisir de mille et une manières, on pourra revenir là-dessus, mais vraiment, en fait, ça a été beaucoup focalisé, et on le sait parce qu'on est dans une société patriarcale aussi, sur le désir sexuel de l'homme et de ce que l'homme doit aimer aussi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, merci pour le partage de ce livre. On remettra toutes les ressources en dessous de la vidéo sur la plateforme. C'est hyper inspirant d'avoir des lectures de ce style. Du coup, je reprends le fil parce que donc tu parlais de sexualité solo. Donc, allons vers la masturbation parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Euh, donc, la masturbation permet de mieux se connaître soi. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prescris à tout un chacun, chacune? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ressentent de la honte vis-à-vis de ça ou qui connectent pas en fait cette notion à celle de leur plaisir et qui attendent du coup que ce soit leur partenaire qui les amène à l'orgasme alors qu'elles ne s'y amènent pas elles-mêmes, en fait? Il y a plein de questions dans ta question, il faudra Oui. peut-être me les reposer une à une. Mm. Déjà, est-ce que je prescris? Alors, pareil, j'essaie de faire attention parce qu'il y a aussi, et là, plus des femmes qui viennent en consultation en se disant, je suis pas normale, je me masturbe pas, alors que tout le monde le fait. Le Mm. complexe de la voisine. Tout le monde le fait, tout le monde a un womanizer, tout le monde a des sextoys et pas moi, est-ce que je suis pas normale, etc. Il faut me réparer. Mm. Donc je fais extrêmement attention à ça aussi en posant la question, évidemment, lors de la première séance, est-ce que les personnes ont une pratique masturbatoire, que ce soit de temps en temps, que ce soit fréquemment, que ce soit dans le passé et plus maintenant, juste pour savoir, toujours en disant, voilà, je pose la question, mais il n'y a pas d'obligation. C'est un petit peu pour savoir où vous en êtes. Mm. C'est sûr qu'une personne qui se masturbe, qui explore son corps, qui est à l'aise avec ça,
aura plus de facilité aussi d'être à l'aise avec la sexualité avec quelqu'un d'autre, à peut-être même exprimer ses désirs, à être dans le moment présent. Mmh. Ça, effectivement. Est-ce qu'on peut quand même avoir du plaisir sans jamais se masturber? Oui, il y a des personnes qui sont là-dedans. Il y a des femmes qui, par exemple, et là peut-être dans les premiers rapports sexuels, donc on va dire au début de la vingtaine, peuvent avoir beaucoup de plaisir avec des partenaires sans jamais s'être masturbées et vont découvrir la masturbation plus tard. Hein, j'ai des Mmh. femmes qui viennent à 30 ans et qui me disent, moi j'ai commencé à masturber, oui, mais très tard, à 25 ans, 28 ans, etc. Et très tard, c'est elles hein, qui mettent le mot dessus. Mmh. Donc ça, c'est intéressant et c'est vrai qu'aussi en tant qu'homme et femme dans notre société, on n'est pas éduqué de la même manière à la découverte du corps. Et donc, il y a effectivement cette honte, cette culpabilité qui des fois peut être associée à la masturbation, que ce soit homme-femme, hein, toute personne confondue, mais des fois encore plus pour les femmes. Mmh. Euh, on va voir, si on voit un jeune garçon qui se masturbe, bon, ça va dépendre des familles évidemment, hein. Là, je vais faire des généralités, mais bon, généralement, on va laisser passer, etc. Pour des jeunes filles, on va vraiment les censurer et dire, voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est sale, c'est mal. Hein, c'est Mmh. vraiment ce qui revient souvent en consultation. Et du coup, les premiers messages, imprégnation de cette exploration du corps, où il y a eu du plaisir, c'est-à-dire, même si on est, jeune enfant, on sent que ça fait des sensations dans le corps, on sent que c'est plaisant. On va peut-être pas le mot orgasme, mais on sent que c'est plaisant et par contre, bah, ça va être censuré, ça va être, nommé avec des choses plutôt, lourds, c'est sale, c'est mal, c'est pas bien et donc un peu ce paradoxe où c'était tellement bien dans mon corps et en même temps c'est mal ce que je fais. Mmh. Et donc des fois, des personnes vont être un peu dans cette recherche de: «Je fais quelque chose de mal et en même temps, c'est excitant» et pas se Mmh. sentir à l'aise du coup, ça va être associé du coup à ça. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à avoir des orgasmes, des sensations de plaisir parce que dès que ces personnes vont ressentir du plaisir, vont dire: «C'est pas bien, c'est mal». Ouais. Oui, que c'est associé, dans leur tête, quoi. Il y a ce truc, ouais. Ouais, c'est vraiment associé, donc il y a cette honte, il y a cette culpabilité, donc ça va être important de pouvoir travailler là-dessus. Il y a Mmh. souvent aussi ça va instaurer une sorte de déconnexion, c'est-à-dire je suis en train de faire quelque chose de mécanique, mais je suis pas connectée à mes sensations corporelles ou même la peur d'avoir du plaisir. Pardon, je tape dans mon micro. Mmh. La peur d'avoir du plaisir ou de jouir, ça on le voit plus chez les femmes qui en fait, tout le monde a la capacité à avoir, des orgasmes, à avoir des sensations, plaisantes. D'ailleurs, orgasme, moi, ma définition, c'est aussi, toutes les sensations plaisantes sont déjà des sensations orgasmiques et Mmh. ça, c'est basé vraiment sur la pleine conscience, même sur le slow sex, le tantra et cetera et à partir du moment où on a cette définition-là et même pour les femmes qui viennent en consultation en disant: «Moi, j'ai jamais eu d'orgasme, il faut qu'on travaille sur ça» et quand je leur donne cette définition-là: «Est-ce que vous avez déjà eu des plaisirs?» parce que moi, en tout cas, ma définition de l'orgasme, dès qu'il y a des sensations plaisantes, c'est déjà des sensations orgasmiques et elles sont là: «Bah oui, en fait, Mmh. ça veut dire que j'ai déjà eu des orgasmes?» En tout cas, dans ma définition, oui Oui. et Mmh. rien que des fois, la première séance, ça permet à ces femmes, en fait, de revenir après, de se dire: «Ah mais j'ai ressenti plein de sensations et tout, c'était génial» parce qu'on leur a permis d'ouvrir une porte qui était, en Ouais. fait, un blocage, on va dire, mental, une croyance qui freinait. Il y a Mmh. une seule définition de l'orgasme et du coup, bah, tout ce qui se passe à côté, on le regarde pas. Mais si on le regarde pas, on peut pas le ressentir et Ouais. donc moi, j'essaye, hop, d'enlever tout ça et on le voit, dès les premières séances, des fois même les personnes ne reviennent pas à la 2e séance parce que se disent: «Bah, en fait, c'est bon, en fait, je me rends compte que j'avais pas de problème». Ouais, c'est hyper décomplexant, et il y a aussi ce truc, ouais, de notion de, pas bon ou mauvais orgasme, mais orgasme et pas orgasme et donc c'est vrai que d'ouvrir là, ça décomplexe très, très fort, Et on et revient sur cette notion de plaisir, c'est cette notion aussi de connexion à son corps, à ses ouais. sensations. Donc il y a Mmh. aussi parfois, hein, des femmes qui vont ou des hommes aussi en fait, j'aimerais bien qu'on accentue aussi des fois un peu sur les hommes, mais on reviendra peut-être après avec une question. Mmh mh. Mais par rapport aux femmes qui vont dire: «Bah, voilà, moi je me masturbe mais ça me fait rien. Je ressens rien, j'ai pas de plaisir donc j'arrête de le faire». Ouais. Et j'ai envie de dire que, c'est normal que des fois ça puisse prendre du temps avant de ressentir des sensations. Mmh. D'autant plus s'il y a un poids de culpabilité, de honte. Donc déjà, il faut pouvoir travailler sur ça et puis quand ça s'est travaillé, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut pouvoir pratiquer
suffisamment de fois. Et là, quand je dis suffisamment de fois, c'est au moins une bonne dizaine de fois et suffisamment longtemps. C'est-à-dire que souvent, je leur pose déjà la question, bah, combien de fois vous l'avez fait? Oh, bah, j'ai fait 2, 3 fois, puis comme je voyais que ça me faisait rien, j'ai arrêté. Donc déjà, on est loin des 10 fois. Mmh. Et ensuite, quand vous l'avez fait, donc il y a peut-être des personnes qui vont dire, si, si, je l'ai fait au moins 10, 20 fois, mais ça m'a rien fait. OK, et quand vous le faisiez, c'était combien de temps? Bah 2, 3 minutes et puis en fait, je voyais que ça me faisait rien donc j'ai arrêté, mais je répétais puis je voyais qu'au bout de 3, 5 minutes, puis comme ça m'énervait, j'ai arrêté. Et pareil, là, j'aurais envie de dire, est-ce qu'on peut faire l'expérience de se dire au moins une bonne dizaine de fois pendant au moins 20 minutes pour Mmh. laisser les sensations arriver? Parce Ouais. qu'encore une fois, on est dans une société où tout va vite et Mmh. qu'on n'est pas du tout on ne laisse pas suffisamment de temps pour que le corps puisse déjà, un, se détendre, 2, se mettre dans les bonnes conditions, 3, ressentir de l'excitation pour être ensuite dans le plaisir. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des conseils du coup d'environnement, de contexte, d'espace dans lequel on peut se plonger, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme? Même si on sait que le rapport à la masturbation est différent, mais pour, mettre toutes les chances de son côté entre guillemets. Oui. Ça, c'est des choses qu'on voit justement en séance parce que ça va être vraiment particulier et unique à chaque personne. Mais je peux reprendre, voilà, des cas que je vois et que j'ai vus cette semaine où vraiment on va essayer de creuser le contexte qui est approprié à la détente, au plaisir. C'est souvent comme ça que je le formule. Et donc, de quoi vous avez besoin? Et je peux leur donner des exemples. Est-ce que vous avez besoin que, les rideaux soient fermés ou que, y la lumière soit éteinte? Ou est-ce que vous préférez voir et avoir une lumière tamisée? Ou est-ce que vous préférez voir et avoir des grandes lumières? Mmh. Généralement, les grandes lumières, pas trop. C'est plutôt l'ordre, j'ai envie de voir mais pas trop, donc lumière tamisée. Ou même mettre des bougies ou maintenant il y a aussi des LED qu'on peut mettre et qui, mettent une ambiance aussi, hein, Mmh. rouge, jaune, vert, enfin ce qu'on veut. Ouais. Et donc ça, souvent déjà la lumière et on se dit: «C'est un truc tout bête», mais on n'y pense pas souvent. Si par exemple, je suis, un papa ou une maman et qu'en fait, bah, j'ai peur que mes enfants, soudainement arrivent dans la chambre, bah, est-ce qu'on peut mettre un verrou? Mmh. Pareil, ça paraît tout bête, mais beaucoup de personnes n'y pensent pas et du coup ne vont pas vers la sexualité parce que se disent: «Non mais là, à tout moment, il y a un enfant qui peut débarquer». Ouais. Bon, bah, si on met un verrou, déjà les enfants vont pas débarquer, ça nous laisse le temps de peut-être nous rhabiller, nous couvrir et aller ouvrir la porte. Ouais. Déjà rien que ça. Mmh. Il y a aussi le bruit. Bah, moi, j'ai peur que mes voisins m'entendent ou j'ai peur que mes enfants m'entendent. Donc du coup, ça me limite dans mon plaisir et même dans mon désir. OK, de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui sont par exemple en colocation. Donc est-ce que par exemple de mettre de la musique, ça peut aider? Mmh. Alors après, il y a les colocs qui sont pas bêtes non plus. S'ils entendent la musique à un moment donné, ils peuvent dire: «Ah, ça c'est la musique», quand il y a de la sexualité. Mmh. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir en parler, décomplexer là-dessus, de se dire: «Hé, tu as tout à fait le droit, mets-toi dans le bon contexte». Nous, si on peut sortir même de l'appartement, il y a même des gens qui, voilà, qui peuvent se lancer des codes pour dire: «Bah, là, je te laisse ton moment et puis on va faire autre chose ailleurs». Mmh. Donc de pouvoir mettre de la musique. Quand il y a les enfants aussi, bah, le bruit, le lit, si par exemple il grince, est-ce qu'on peut mettre par exemple, des trucs feutrés pour éviter que ça cogne? Ou alors se dire on se met dans d'autres positions? Tu vois à Mmh. quel point on va venir en fait, réfléchir avec ces personnes-là, dans quel contexte, dans quel environnement, avec quel mobilier ces personnes-là vivent pour essayer de les mettre dans le meilleur complexe, le Mmh. meilleur contexte, Sans pour complexe, éviter les complexes, sans justement. complexe par Ouais. rapport à ça. Mmh. Et puis, un contexte aussi qui aide, c'est de se dire, finalement, les personnes vont dire: «Mais moi, en fait, s'il y a pas eu une connexion avant, c'est-à-dire, si on n'a pas partagé un moment, soit rigolo, joyeux, fun ensemble, c'est très difficile pour moi de on se retrouve tous les 2, toutes les 2 dans le lit et puis soudainement, on devrait avoir envie et être dans le plaisir». Mmh. Et donc effectivement, l'excitation, ça se construit tout au long de la journée, tout au long de la semaine, en continu, en fait. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile, comme je dis aux gens, si par exemple, on arrive à créer cette jauge d'excitation, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, être à 50 en moins de jauge d'excitation en continu, presque, Mmh. d'aller vers de la sexualité, bah, d'aller, plus facilement du coup que l'excitation monte et d'aller vers le plaisir parce que souvent aussi ce qui freine, c'est que les rapports sexuels peuvent être trop courts. Et là, c'est plutôt les femmes dans des couples hétérosexuels qui vont se plaindre que c'est trop court et qu'elles n'ont pas le temps d'arriver au plaisir. Mmh. Parce que leur jauge d'excitation, bah, est peut-être déjà bas ou même si c'est à 50, bah, il y a rien d'autre qui va venir les exciter suffisamment pour être à 100 et ensuite d'être dans le plaisir. Mmh. Oui, tout à fait.
Mais donc tous les conseils que tu donnais là, donc tu parlais de tamiser la lumière, de mettre un verrou, etc. On est d'accord, on parlait bien de personnes qui veulent se donner du plaisir solitaire. Enfin, on parlait de Ah la oui, ben, masturbation. t'as Euh, bien fait de le rappeler. Ça convient pour les deux. Que tu le ok, fasses en solo ou ok, à deux, c'est le même chose presque. Souvent, les ok. gens vont avoir un peu le même contexte. Hmm, Euh, certaines personnes, même des fois, masturbation à deux, ça peut être pareil aussi. Ont besoin de se couvrir aussi. C'est-à-dire de hmm, pas être nu, de pouvoir se couvrir, de pouvoir faire un peu en cachette parce qu'effectivement, pareil, il faut travailler sur des fois ce sentiment d'être à l'aise. Effectivement. Il y en a qui vont avoir aussi l'habitude d'utiliser des sextoys solo, mais hmm, vont pas forcément le faire à deux et du coup vont s'étonner qu'il y ait moins de plaisir. Donc hmm, des fois, ça peut être aussi, bah, si vous les utilisez seuls, tiens, pourquoi pas les utiliser à deux? Qu'est-ce qui peut freiner là-dedans? hmm, Même si les sextoys, on sait aussi que c'est des outils. Ça doit pas venir remplacer non plus complètement que ce soit ses mains à soi, les mains de l'autre, etc. ouais, tout à fait. Et je voulais dire aussi par rapport aux hommes qui se masturbent aussi, c'est souvent la même chose, c'est aussi, enfin souvent c'est de la même manière aussi dont ils se masturbent et souvent ça va très vite aussi. Hmm, Et donc pareil là pour les hommes qui consultent et qui disent mais moi en fait les rapports sexuels, bah, j'éjacule très rapidement, c'est pas assez long, j'ai tout de suite très sensible et j'ai beaucoup de plaisir. Bah, souvent aussi parce que en solo ils ont aussi déjà cette pratique-là où ça va très vite, il y a beaucoup de sensibilité et l'éjaculation arrive très rapidement. hmm, Mais bon, pour l'éjaculation, ça serait encore tout un autre sujet. Euh, mais aussi, il y a demander, savoir connaître ce qu'on aime. Ça, c'est aussi connaître ce qu'on aime. Et donc, la masturbation, bah, ça permet en fait d'avoir le temps, sans pression, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous mette une pression ou quoi que ce soit, d'explorer ce qu'on hmm. aime, d'être à l'écoute des sensations, parce que ça peut changer d'un jour à l'autre aussi. Tout à fait. Ouais, ouais. Et là, c'est bien, tu me lances dans deux autres sujets, donc des questions qu'on m'a posées. Donc, il y a cette question des sextoys et puis de la masturbation en relation, enfin avec son ou sa partenaire. D'abord, les sextoys. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses de ces tendances de sextoys à tout va? T'as pas dû donc échapper à l'énorme fureur du womanizer. T'en parlais d'ailleurs. C'est quoi ton avis là-dessus et c'est quoi, à nouveau, en consultation, la réalité des choses par rapport à ces Mm. sujets? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus et d'ailleurs j'avais fait un post sur mon compte Camille Parle Sexe où je parlais des nouveaux complexes liés aux sextoys. Hmm. Alors, les sextoys, c'est des super objets pour bah, découvrir son corps, pour explorer, pour même avoir différentes stimulations parce qu'il existe tout un tas de sextoys qui procurent différentes stimulations et donc peut-être différentes intensités, différents plaisirs. Mais là où des fois ça pose problème, c'est de par les articles qu'on lit dans les magazines, de par ah oui, la fureur du womanizer, tout le monde doit en avoir un. Donc, si j'en ai pas un, est-ce que je suis pas normale? Les Hmm. comptes sexo aussi, avec les influenceurs sexo, influenceuses sexo qui promeut bah, des sextoys à tout va et on sait, on connaît le business derrière aussi. C'est que bah, c'est souvent pour vivre d'Instagram, bah, il faut avoir des partenariats et les partenariats, c'est souvent des sextoys. Et donc, ça crée cette image que je dois avoir un sextoys, que je dois utiliser un sextoys aussi avec mon ou ma partenaire, que je dois avoir du plaisir vis-à-vis de ce sextoys et que je dois tous les essayer. Hmm. Et donc, pareil, là, on est encore dans le devoir, dans ce que les autres font, mais pas dans l'écoute de son corps, de ce qu'on veut en faire et de ce qui nous plaît, nous. Ouais, Donc ça, c'est vraiment quand même important de pouvoir différencier entre le devoir et ce que moi vraiment je sens et ce que j'ai envie. ouais. Euh, Les womanizers, les stimulateurs clitoridiens, ça peut faire beaucoup de plaisir évidemment, mais il y a pour qui certaines femmes, c'est pas du tout plaisant, même douloureux, parce que c'est tellement fort l'intensité, et c'est vrai, que ça peut être, c'est très sensible, donc très sensible, c'est une expérience subjective. Est-ce que c'est très sensible à tel point que ça me fait mal, ou c'est très sensible à tel point que ça peut me créer des orgasmes? Hmm. Et des fois, une autre erreur qu'on peut voir, c'est d'utiliser toujours le même objet ou de la même manière, même avec sa main, de la même manière pour se procurer du plaisir. Hmm. Et donc là, pareil, ça serait très réducteur de le faire toujours de la même manière et d'avoir toujours la même intensité et de s'attendre à toujours cette même intensité. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe si la manière dont je le fais, moi seule,
C'est pas une manière qui est reproductible avec ma partenaire. Bah, je risque de ne pas ressentir de plaisir parce que j'ai toujours été habituée comme ça. Mmh, ouais, ça réduit vraiment très fort le ouais. Ça réduit. Donc en séance, c'est beaucoup de ça. On parle de masturbation idiosacratique, c'est-à-dire de toujours de la même manière et qui peut être difficile de reproduire à 2. Et Mmh. difficile soit de l'ordre physique, mais difficile aussi parce que des fois il y a de la honte de reproduire de cette même manière avec quelqu'un ou de se dire: «Bah non, mais je vais pas me masturber en présence de mon partenaire» ou alors: «Qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser?» Ouais. Comment tu c quels sont tes conseils pour sortir de ça du coup? Parce que, j'imagine que ça peut, je sais pas, des personnes qui se masturbent depuis, l'adolescence et qui ont gardé, je sais pas, une espèce Oui. de routine, et que ça c'est vraiment ancré, tu vois? Comment tu leur permets de sortir de ça, justement? Ouais. C'est vraiment ancré et comme le porno aussi, hein, des hommes qui, ont eu l'habitude pendant des décennies à se masturber avec du contenu visuel en porno, peuvent avoir du Mmh. mal à être dans l'excitation, même le plaisir, s'ils n'ont pas ce support-là. Donc on voit que ça peut être difficile s'ils sont avec une partenaire ou un partenaire. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est un réapprentissage. En séance, on va du coup faire un réapprentissage, c'est-à-dire que, heu, si par exemple les personnes donc ont l'habitude de se masturber, je vais leur demander la fréquence, pas, parce qu'il faut une fréquence, juste savoir un petit peu quelle est leur routine rituelle et du coup de pouvoir varier dans cette fréquence où il y a des moments ils ou elles font de la même manière qu'ils ont eu toujours l'habitude et d'autres manières, on va apprendre à faire différemment où là, ça va être d'autres stimulations et donc je leur dis: «Ça va être très bizarre pour vous au début, même déboussolant, même inconfortable, parce que vous allez avoir cette impression que vous ne ressentez rien. Mmh. Parce que le corps va avoir besoin de temps pour connecter à ce qui se passe, à la stimulation, pour pouvoir développer les sensations, cette capacité sensorielle et qu'ensuite ça soit connecté au cerveau en disant: «Ah ça c'est plaisant». Mmh. Mais ça peut pas se Réouvrir connecter. ouais, réouvrir le champ comme tu le disais avec le terme de plaisir ou Ouais, d'orgasme plutôt, pardon, où tu disais ça commence déjà avec des sensations plaisantes. Beh, là, en fait, c'est aussi associer, le la masturbation et le plaisir qu'on peut trouver avec la masturbation, mais avec d'autres possibilités, d'autres chemins pour nous y conduire, en fait. totalement. Mais ce chemin vers le plaisir, il peut pas se faire s'il est court-circuité par: «Ça met trop de temps, j'y Mmh. arriverai jamais, je suis cassé, j'ai honte, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi tout le monde n'y arrive et pas moi?» Et c'est souvent ce qui se passe. Les personnes n'arrivent pas à ressentir du plaisir parce que c'est court-circuité avec tout ça. Et Mmh. donc, on va aussi travailler dans ce nouvel élan de ce réapprentissage qu'il va y avoir sûrement des pensées parasites, on les appelle parasites, qui vont court-circuiter votre chemin au plaisir. Donc, va Mmh. falloir qu'on travaille sur ça, mais tout le monde est capable de ressentir du plaisir, hein. Même des personnes qui sont paraplégiques, hémiplégiques, où on se dit, bah, peut-être qu'au niveau génital, il y a plus rien qui fonctionne. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Mais qu'en Mmh. fait, l'orgasme, tout part du cerveau, finalement. Mmh. Donc tout le monde peut être en capacité de ressentir du plaisir et des sensations orgasmiques et le très important, sans même avoir besoin de se toucher les organes génitaux. Waouh! Et pour ça, pareil, les personnes paraplégiques peuvent être un bon exemple. Mmh. C'est-à-dire, peut-être, il y a des personnes qui ne peuvent ne rien ressentir au niveau du bassin, ou ne peuvent ne pas avoir d'érection, d'excitation, etc., ne peuvent ne rien ressentir, mais vont avoir des orgasmes de malade parce que peut-être la poitrine, les Ouais. seins, le cou, le sexting, hein, de s'envoyer des choses, de fantasmer, de s'érotiser ensemble. Il y a tellement, plein de manières de ressentir du plaisir que c'est frustrant de se dire que les personnes ne réduisent ça seulement aux organes génitaux Ouais. et en plus, ça met une pression dingue, du coup. Et là, je parlais du cerveau, que tout part, du cerveau. Je parlais tout à l'heure du contexte approprié. On voit à quel point, en fait, pour, arriver à avoir des sensations, orgasmiques, c'est tout un niveau, contextuel, émotionnel qui est important. Si, par exemple, je suis fatiguée, je suis pas bien dans ma tête, ça va pas bien dans ma relation, j'ai une charge mentale, de malade, je me mets une pression monstre. Bon, c'est clair que là, au niveau plaisir, ça va être compliqué et même au niveau désir, ça va jouer beaucoup dessus et on le Mmh. voit énormément en séance, hein. C'est comme on disait, il y a tellement de pression, tellement d'injonctions, une course à tout ça, que les gens se déconnectent de leurs sensations, de leur corps, sont totalement dans leur tête
Et si les personnes sont dans leur tête, c'est dur de ressentir des sensations plaisantes. Mmh. Il y a aussi des sondages qui montrent aussi là c'est plutôt au niveau des femmes, pour les femmes qui ont le plus d'orgasmes, ou en tout cas celles qui ressentent le plus de sensations orgasmiques, sont souvent celles qui reçoivent aussi le plus de sexe oral, celles qui ont aussi des rapports sexuels, là plutôt hétérosexuels, et on parlait de pénétratifs plus longs, hein, que ce Mmh. soit vraiment long pour permettre ce temps d'excitation et de plaisir. C'est Mmh. aussi, et c'est intéressant, celles qui demandent ce qu'elles veulent. Si je sais ce que je veux et que j'arrive à le demander, j'ai beaucoup plus de chances de le recevoir et du coup d'alimenter mon plaisir. Et Mmh. ça, c'est aussi tout un sujet, cette difficulté à demander ce qu'on veut. Mmh. Et là, ce qui est important aussi, que j'aime dire, c'est que souvent on va s'attendre ça des femmes, on va dire oui, mais les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles ne nous le demandent pas, etc. Oui, c'est vrai que pour certaines femmes, c'est difficile parce que de la manière dont on nous a éduqués, on nous a appris qu'il fallait se faire toute petite, on nous a appris qu'il fallait faire plaisir à l'autre et donc on fait passer notre plaisir et notre désir après les autres, Mmh. qu'on peut culpabiliser à exprimer ça, que si on exprime un désir, bah, quelle salope on est en fait. Donc il y a déjà tout ça, ce contexte-là. Ouais. Mais aussi ce que je dis aux hommes qui disent ça, je dis, et vous, est-ce que vous savez exprimer, est-ce que vous exprimez ce que vous avez envie vraiment? Mmh. Et non, souvent ils vont dire: «Bah, moi tout me va» ou «Tant qu'elle a du plaisir, ça me va». J'ai dit: «Non, non, quelle pression que vous mettez sur votre partenaire de dire: "Bah, tant qu'elle a du plaisir, ça me va". Ça veut dire que» et les partenaires féminins le disent: «Mais en fait, mon plaisir repose sur son plaisir et donc ça me stresse de malade». Ouais. Alors que si ça reposait pas que sur moi, je suis sûre que j'arriverais à avoir du plaisir. Mmh. Donc déjà, c'est pas cool, même Ouais. si en fait on pourrait se dire: «Oh mais c'est génial, c'est trop gentil, il se pense à elle». Mmh. Non, c'est pas gentil, c'est contre-productif. Mmh. Alors bien sûr, c'est important d'y prêter attention, mais pas que sur ça. Et Mmh. puis de dire: «Tout me va». Pareil, on pourrait se dire: «Bah, il est cool, il est sympa, tout lui va et cetera». C'est la même chose de dire que rien me va. Oui. C'est pas assez clair, en fait. Tout Mmh. me va, c'est quoi exactement? De quelle manière vous aimez être touché? De quelle manière de pression? Quelle pression vous aimez? Quelle position? Une masturbation, c'est pas la même chose si c'est, à la base, du pénis, si c'est, à la base du gland et cetera, si c'est fort, si c'est moins fort. Et donc ça, je travaille énormément sur ça aussi avec les hommes en individuel parce que souvent ils vont me dire: «Bah, c'est vrai en fait». Je sais pas ce que j'aime. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça aide les personnes à clarifier aussi, par rapport à elles-mêmes, c'est un peu comme, non, non, je j'aime tout, j'aime manger tout, tout me convient, mais il y a quand même des plats que tu préfères, c'est super de pouvoir se poser la question surtout quand c'est dans un échange, que c'est Mmh. entre partenaires. Et surtout en plus, les femmes et là c'est pareil, c'est des généralités, mais ce que je peux voir où c'est un couple là pareil hétérosexuel, mais on pourrait voir aussi, c'est la même chose aussi, du côté, homosexuel, gay, lesbien, où souvent les personnes vont dire: «Mais moi en fait j'aimerais bien que ma partenaire m'exprime ce qu'il ou elle a envie, parce Mmh. que ça m'aiderait aussi dans mon désir. Si je sens que elle m'exprime un truc clair, waouh, c'est super excitant, c'est hot». Mmh, à fond, c'est hyper intéressant. Du coup, il y a 1000 questions. Donc là, on a parlé, des sextoys, donc c'était super intéressant. Tu en as parlé un petit peu, je pense que c'est pas forcément nécessaire de aller à nouveau dans le détail, donc des sextoys à 2 aussi, donc en solo, en couple. Et pour Mais les hommes aussi, il y a de plus en plus, d'hommes, qui se mettent aussi à acheter des sextoys, pas forcément pour, là, leur partenaire si c'est dans des couples hétérosexuels, mais aussi pour eux. Dans les couples gays, on le voyait beaucoup plus. mmh, Maintenant, ça commence à arriver dans les couples hétérosexuels où les hommes commencent, hein, mais ça reste timide, mais certains hommes commencent à explorer, le massage prostatique parce qu'ils ont entendu que ça pouvait être quelque chose de plaisant. mmh. Encore une fois, là, ça met une pression énorme aussi, cette performance que tous les hommes devraient essayer le massage prostatique. Non, encore une fois, vous êtes libre. C'est comme tout, c'est, bah, de venir explorer toutes les zones de son corps juste pour voir ce que ça nous fait. Mmh. Sans obligation, sans contrainte et donc il y a des hommes qui ont envie d'explorer ça et qui le font, soit avec leurs doigts, soit avec des sextoys adaptés, des masseurs prostatiques et qui peuvent ressentir du plaisir. D'autres, au contraire, qui vont pas se sentir à l'aise. D'autres, au contraire, ça va pas être en interne, mais ça va être en externe, hein. On peut déjà stimuler la prostate aussi de manière externe, parce qu'on Mmh. peut stimuler aussi le périnée, on peut faire plein de choses sans forcément passer en interne.
Mmh. Hem, Par rapport à la masturbation entre partenaires, hem, est-ce que ça, c'est des choses que donc je vais reprendre la question, donc la masturbation, ce n'est pas forcément quelque chose de solitaire. La masturbation dans le couple, enfin entre partenaires, est-ce que c'est encore, tabou, secret? Enfin, à nouveau en consultation, comment toi, ça arrive? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, donc c'est quand même chouette de ça permet de libérer. On voit quand même une différence entre, il y a 5, 10 ans et aujourd'hui, où il y a 5, 10 ans, ça pouvait être mal vu, Mmh. dans les couples hétérosexuels, mais aussi dans les couples homosexuels des fois, d'utiliser que, la partenaire utilisait un sextoys dans les rapports sexuels comme si, ça allait remplacer ou comme si ça faisait, interruption entre nous, un peu comme une compétition. Mmh. Donc les médias, je trouve, sur ce point-là, ont quand même aidé à, désacraliser tout ça, décomplexer, à dire que ça vient pas remplacer, que ça a tout à fait sa place là-dedans. Donc je trouve que là, c'est beaucoup plus accepté. Je C'est rare qu'en consultation, j'ai par exemple des hommes ou des femmes aussi. Ça serait intéressant parce qu'avec le développement des sextoys pour hommes, Mmh. je sais pas de quelle manière aussi et ça sera plus tard que ça nous dira, est-ce que dans les consultations, on verra pas des femmes qui se diront: «Bah, moi, mon partenaire, il a besoin de son sextoys pour avoir du plaisir pendant nos rapports sexuels et vraiment, j'aime pas du tout ça, je suis jalouse ou envieuse» et cetera. Mmh. Je sais pas, point d'interrogation. Mmh. Mais en tout cas, là, quand c'est des sextoys utilisés au sein du couple ou sur la femme, c'est vraiment de plus en plus accepté. Heu et puis un infime pourcentage, pareil, où là, je pense, plutôt aux femmes qui vont avoir du mal à inclure des sextoys dans leur sexualité à 2 parce qu'elles vont avoir peur de comment c'est perçu ou même elles, comment elles vont se percevoir de: «Je me stimule, je me masturbe», hein, même sans parler de sextoys, mais je me masturbe en présence de quelqu'un d'autre. Mmh. Il y a, quand même des fois beaucoup de: «Je suis pas à l'aise, j'ai peur que» en fait, c'est pas forcément qu'elles ont peur qu'on les juge parce que quand elles creusent, elles disent: «Je sais qu'on va pas me juger, mais c'est moi qui me juge». Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Quels conseils tu pourrais donner alors pour les personnes qui voudraient explorer la masturbation ensemble? Mmh. Alors pour celles pour qui, les personnes pour qui, là, il y a vraiment des choses de l'ordre des croyances, des freins, des blocages, ça peut être aussi en travail psy ou, en sexologie. Donc là, on va venir vraiment travailler sur les croyances. Donc ça passe beaucoup par de l'introspection, par de l'écriture, par des discussions aussi. Quand Mmh. c'est vraiment trop profond et que des fois il y a des traumas, moi je réfère aux experts et expertes en trauma aussi. Mmh. Et quand c'est un travail encore profond aussi, des psys, hein. Moi, je suis pas psy, donc on travaille, je dis, en superficiel, mais ça fait quand même son boulot. Et Mmh. si on voit qu'il y a des choses beaucoup plus profondes, alors là, évidemment, de pouvoir, référer. Hem et s'il y a pas de tout ça, mais que comment vraiment on peut l'implémenter au sein du couple, là, ça va être avec des discussions aussi. Est-ce que déjà, en tant que couple, on a l'habitude d'avoir des discussions autour de la sexualité? Si c'est non, on va déjà instaurer ces sortes de rituels par rapport, à la communication et par rapport à la communication sur la sexualité. Si c'est compliqué pour ces couples-là, je les invite à aller consulter des sexologues pour que ça devienne en tout cas qu'il y ait une personne tierce qui puisse amener ce sujet-là jusqu'à ce que les personnes soient assez confortables pour l'amener elles-mêmes. Mmh. Et pour les couples où là, OK, elles ont déjà des rituels où ils peuvent communiquer de sexualité, eh bien ça va être voilà, j'ai découvert, ce sextoys dans, un magazine où j'ai entendu parler de ça, où j'utilise ce sextoys moi-même. J'aimerais bien pouvoir l'essayer à 2. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, c'est quelque chose d'assez court où Mmh. c'est, un ressenti, hem, une demande et avec une question. Qu'est-ce que Mmh. l'autre en pense? Pour pas vraiment l'imposer, hein, dire: «Bah, j'ai découvert ça, j'adore, ça me fait des orgasmes de malade, on va l'essayer, tous les 2». Mmh. Bah, là, non, enfin, il y a aussi l'ordre du consentement, de, délaisser une ouverture et donc vous pouvez très bien formuler d'une autre manière, mais qui a peut-être le même fond, mais d'une autre manière qui est: «Bah, voilà, j'ai découvert, ce sextoys, je l'aime beaucoup, ça me procure des sensations, vraiment agréables et différentes que quand on est Ouais. à 2. Est-ce que quand on est à 2, on pourra l'utiliser de temps en temps? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait s'amuser ensemble?» et cetera. Mmh. Et là, c'est beaucoup plus une ouverture et ça permet du coup un dialogue et une discussion. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça inclut d'emblée l'utilisation d'un sextoys?
Le fait de Pas pouvoir se forcément. ouais, c'est ça. T'as raison, Ouais. pas forcément, parce que souvent, ça entre sous ce biais-là des sextoys. Mmh mh. L'objet tiers, c'est plus facilitant. Mmh Mais mh. moi, c'est vrai que je recommande souvent d'être à l'aise aussi avec ses mains, avec les mains de l'autre, parce que souvent, si on n'est pas à l'aise avec ses mains à soi, Mmh. on est des fois pas trop à l'aise non plus avec les mains de l'autre, d'être Mmh mh. totalement confortable. Donc, effectivement, ça va être aussi des personnes qui ont l'habitude de se masturber avec leurs mains, Mmh mh. avec leurs doigts, leurs mains, etc., mais qui vont avoir du mal à se dire, mais parce que souvent, ce qui est intéressant, les femmes qui, se masturbent ont généralement beaucoup de plaisir et le font via une stimulation du gland du clitoris Mmh mh. et donc je leur pose la question. Je leur pose la manière dont elles se masturbent, pas pour, dire ça c'est bien ou pas bien, mais p juste pour voir: «Tiens et à 2 est-ce que vous le faites de la même manière?» «Ah non, je fais pas du tout ça». Mmh. «Ah, bah, en fait, vous faites quelque chose déjà seul où vous savez que ça vous fait du bien. Pourquoi?» Question: «Pourquoi vous le faites pas avec, l'autre? Qu'est-ce qui vous freine, vous bloque?» Peut-être vous y avez pas pensé. Des fois, elles y avaient pas pensé. Des fois, parce qu'en fait, elles osent pas. Des fois, elles se disent: «Bah, non, mais je serais pas à l'aise» et cetera. Donc c'est des choses, sur lesquelles travailler aussi. Ou Mmh. même, des fois de dire: «Bah, en fait», et pareil, hein, les hommes aussi, dire: «Bah, moi, je préfère me masturber moi-même parce que quand elle me masturbe, c'est pas la même chose, c'est pas plaisant». «Ah Mmh. bah, OK, est-ce que vous pouvez le faire, bah, déjà en sa présence ou alors est-ce que vous pouvez peut-être la guider?» Et encore une fois, de dire: «Tout me va, mais finalement, en fait, la Mmh. manière dont tu me masturbes, c'est peut-être pas la meilleure stimulation pour moi. Mmh. Est-ce que je peux l'exprimer?» Et encore Mmh. une fois, ce message-là, il peut être exprimé de plein de manières et d'une manière très bienveillante qui puisse être entendue aussi. Mmh, tout à fait et ça peut être l'idée aussi peut-être de se masturber l'un à côté de l'autre pour voir aussi et puis après, partager. Enfin, parce que j'imagine qu'à partir du moment où tu partages, on est plus dans de la masturbation réellement, on rentre dans une sexualité déjà. Enfin la barrière est un peu floue, non? Et c'est pour ça que c'est vrai, on parle d'exploration à 2, c'est de la sexualité. La masturbation, c'est de la Oui. sexualité de toute façon. Ça fait Mmh. partie des pratiques sexuelles, qui est totalement il y a plein de couples qui, font que ça, la masturbation mutuelle et pour moi, je leur dis: «C'est de la sexualité, vous Ouais. vivez une sexualité et tant mieux en plus si elle vous plaît, continuez comme ça». Mmh. Et effectivement, la masturbation mutuelle alors mutuelle, ça peut être l'un et l'autre en train de se masturber ou Mmh. ça peut être l'un à côté de l'autre, on se masturbe et du coup, on peut montrer à l'autre aussi la manière dont on aime, le C'est ça, rythme, la c'est ça. pression, à quel endroit du pénis, par exemple, à quel endroit de la vulve et Mmh. donc c'est des super indicateurs. Mmh. Encore faut-il être confortable avec ça, C'est donc ça. si les gens ne sont pas confortables, on peut travailler évidemment là-dessus. Mais ceux qui sont et celles qui sont, c'est super quoi, c'est vraiment, et souvent les gens disent: «C'est un chouette moment». En plus, bah, je vois l'autre qui se fait du bien ou elle se fait du bien, ça excite, ça alimente l'excitation. Souvent la masturbation mutuelle ou la masturbation à côté l'un de l'autre, Mmh. l'excitation elle est waouh! On sent Mmh. que dans c'est un contexte approprié pour être dans l'excitation et le plaisir. Mmh. Alors j'ai quand même une question qui est là pas est plus, qui est pas une question de la communauté, mais tu parlais de porno, du fait qu'effectivement tu avais des personnes, bon, qui se masturbaient de la même façon depuis des années, donc c'est comment on peut faire pour en sortir et un biais, c'est, je me masturbe systématiquement avec de la pornographie, et Océan, pour celles et ceux qui connaissent, qui est assez, enfin, qui a une grosse communauté sur les réseaux, a sorti récemment un livre qui s'intitule «Dans la cage». Donc c'est autobiographie socio-pornographique et il explique que certains de ses fantasmes vont à l'encontre de ses convictions militantes et il dit: «Je me suis rendu compte que mes fantasmes ne m'appartenaient pas vraiment». Et je pense que du coup, ils appartiennent à toutes les images, liées à la pornographie qu'il a pu consommer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ça et comment ça se passe aussi, en consultation des personnes qui te disent qu'il y a que ça qui leur génère, de l'excitation et cetera? Comment en sortir en fait quand on a été tellement pendant parfois même des années conditionné par des images en fait, qui en fait sont pas tes propres fantasmes, sont des fantasmes que d'autres enfin que tu et que tu associes après au tien, mais tu vois ce que je veux Mmh. dire? C'est pas évident quand effectivement ça fait des années qu'on est imprégné de ces images-là, de cet imaginaire fantasmagorique, hein, c'est ce qu'on dit, de ce qu'on est censé faire, de ce que le porno peut faire aussi, et c'est super intéressant, faudrait que je lise, ce livre, Mmh. mais sur les fantasmes. Je le vois beaucoup en consultation pour, les personnes et là, les personnes qui se disent, féministes, et la femme féministe qui se disent: «Bah, moi je suis une féministe et j'adore la soumission». Mais Mmh. ça va pas du tout avec mes convictions.
Et donc, en fait, c'est déjà de dire aussi que la soumission, c'est quelque chose de très puissant aussi, hein. C'est déjà aussi cette image de la soumission. Mais qui vont aussi réfléchir en se disant, mais en fait, est-ce que je suis tellement imprégnée de ce que je vois que, en fait, pour désirer, bah, c'est toujours l'homme qui doit dominer la femme et que du coup, mes fantasmes, ça part que de ça et je peux être excitée que par ça. Mmh. Même des fois, il y a un fantasme aussi qui est encore très tabou, qui va être le fantasme du viol Ouais. chez les femmes, Mmh. qui peut être, mais j'ai honte parce que je fantasme que je vais être violée, que je vais être contrainte et c'est ça qui m'excite. Mmh. Et effectivement, là, on pourrait se dire, on est imprégné de toute façon dans nos sociétés de la culture du viol, Viol. que Ouais. c'est très fantasmé dans les films. On voit bien qu'il n'y a pas de consentement, mais qu'on joue là-dessus, qu'on l'érotise, qu'on l'excite. Donc ça peut se comprendre que finalement, bah, on tire notre excitation, notre fantasme de ce qu'on voit, de ce qu'on a imprégné, et par la répétition. Ouais. Donc d'en sortir, c'est pas évident. Déjà, j'ai envie de dire, dans les fantasmes, c'est aussi la liberté. On parlait de pression, mais les fantasmes, c'est la liberté. Les fantasmes, c'est quelque chose de l'ordre de l'imaginaire aussi. Mmh. Donc en fait, on peut faire plein de choses. On peut imaginer plein de choses aussi. C'est vraiment une exploration de plein de choses. Et donc des fois, on peut être aussi dans quelque chose, dans une sexualité, même des fois que des personnes peuvent considérer très classique. Mais dans les fantasmes, on peut partir très loin aussi. Ouais. On peut partir très loin. Alors quand je dis très loin, il y a des personnes qui disent, mais des fois, je suis tellement dans mes fantasmes que je suis plus dans mon corps. Donc pareil, on va venir jauger un petit peu tout ça. Mmh. Mais ça peut être aussi d'imaginer que, bah, là, par exemple, là, il est en train de m'étrangler, alors qu'il est pas du tout en train de le faire et ça va venir, alimenter mon excitation. «Est-ce que Mmh. c'est grave, docteur?» Je suis pas Mmh. docteur, mais c'est Mmh. souvent: «Est-ce que c'est grave?» J'aurais envie de dire: «Non». Après, vous est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Bah, généralement, non. Mais est-ce que si vous étiez à l'aise avec ça, vous pourriez jouer de ça? Probablement que oui. Donc on peut venir travailler sur ça. Mmh. Après, ça pose d'autres questions quand concrètement, j'ai besoin de ça. Ouais. C'est-à-dire, j'ai besoin de violence, par exemple, j'ai besoin d'intensité, donc on me serre fort, qu'on vienne me contraindre et cetera. Pareil, ça peut être une pratique de l'ordre du kinky, BDSM et donc pareil, si les 2 sont consentants, consentantes, bah, c'est OK. Mmh. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de toute manière, à la base de tout ce qu'on fait, de réfléchir: «Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Ou Mmh. en fait, j'en ai envie parce que j'ai été alimentée par ça?» Mmh. Donc ce que dit Océan, c'est très juste. Moi, j'ai envie de dire, peu importe finalement les pratiques, tant qu'on est consentante et cetera, de venir réfléchir d'où ça part, d'où ça vient et est-ce Mmh. que je suis à l'aise avec ça? Oui, tout à fait et puis, j'avais écouté un podcast que tu connais peut-être qui s'appelle «Les chemins du désir», de désir. Je le mettrai aussi, comme le livre d'Océan en dessous de la vidéo, mais où elle parlait de d'audio et de le fait qu'elle ait été beaucoup, bercée par la pornographie pendant son adolescence en tant que jeune femme, mais que, les audios érotiques, avaient été une voie, hyper intéressante pour, justement ne plus être constamment dans le porno, qu'elle ne enfin, qui n'est pas Dans les éthique à images? plein d'égards et cetera, parce qu'elle voulait Ça plus non plus ça, tu vois? mmh. C'est intéressant et c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais c'est des choses qu'on aborde beaucoup quand on parle d'excitation et de désir, sur les audios qui ont permis effectivement d'ouvrir une autre voie, d'amener de la diversité encore une fois parce que en soi le porno, évidemment il y a plein de choses où on pourrait dire, c'est néfaste, mais il y a plein de choses aussi positives, mais quand c'est que d'une seule manière et d'une seule façon et que c'est au détriment de la santé, du bien-être des personnes, ça c'est non. Mmh. Mais il peut y avoir du porno aussi qui peut être très très éthique, bien fait et cetera. Mais c'est toujours de la diversité et donc les audios, oui, ça a permis en fait finalement de s'enlever des images et de construire ses propres images. Mais quand même, petite nuance, sur les scénarios quand même des audios érotiques, bah, ça repose quand même beaucoup aussi sur le porno, sur ce qu'on voit, sur les fantasmes, hein. Il y a Oui. toujours les mêmes trucs qui reviennent. Mmh. Par contre, à la différence, on se crée ses propres images. C'est ça. Et donc là, comment on peut faire aussi, quand tu disais, c'est toute une déconstruction, c'est des réflexions, et même, j'ai envie de dire aux gens de se baser peut-être sur des expériences concrètes qui ont été plaisantes et de venir fantasmer sur la plus chouette expérience intime qu'elles ont eue, ces personnes-là, et de venir, venir s'imprégner de ça, même de venir peut-être se dire, tiens, si ça avait été différemment, ou si ça avait pu se poursuivre une journée de plus, qu'est-ce qu'il Mmh. y aurait eu? Mmh. Et là, c'est des fantasmes qui nous appartiennent aussi, de Ouais. par nos souvenirs, de par nos expériences et de par ce qu'on a envie, nous. Mmh.
Super. On arrive à la fin de ce webinaire. J'ai une toute dernière question, de la communauté. C'est, la question de que faire quand un couple a perdu, la question, c'est le plaisir, mais ça peut être aussi le désir. Et est-ce que tu aurais des exemples de couples qui ont retrouvé ce chemin du Mmh. plaisir-désir et comment? Oui. Alors là, je vais axer sur le plaisir parce que désir, ça pourrait être tout un ça va nous embarquer très loin. Donc Mmh. un couple qui a perdu il y a des couples qui ont du désir, mais qui effectivement, dans leur rapport sexuel, vont dire: «Bah, c'est pas folichon, quoi». On Oui. sent qu'il y aurait du potentiel, mais on sait pas comment. Donc c'est pour ça qu'ils, elles viennent en consultation. Généralement, quand on creuse, ça a perdu son excitation parce que c'est toujours la même chose. Mmh. Ces personnes vont dire: «Bah, en fait, je sais d'avance ce qui va se passer, on va faire ci, puis on va faire ça, puis ci et puis ça va se terminer comme ça. Il y a A, B, C, D et on sait comment ça se passe». Oui. Ou aussi l'approche, l'initiative, elle va être toujours de la même manière, de par le ou la partenaire et Mmh. donc pareil, ça perd de son excitation. Donc souvent, ça va être de cet ordre-là. Il va y avoir aussi un peu de, bah, on c'est un des couples qui n'arrivent pas à exprimer vraiment ce qu'ils ou elles ont envie. On va venir Mmh. travailler sur ça parce que, bah, du coup, si personne n'exprime, bon, on peut partir dans toutes les directions, mais ça va peut-être pas vous plaire, Mmh. puisque ce qui est intéressant, c'est que ça parte de vous et que vous puissiez l'exprimer. Donc déjà, on revisite un peu ce script sexuel, donc c'est-à-dire la manière de faire, de mettre des choses différemment, de un peu plus, aussi, de se dire: «Tiens, est-ce que, peut-être, là, si c'est, quand il y a un homme inclus, est-ce que l'éjaculation, elle peut arriver à n'importe quel moment et de continuer même si ça se termine à ce moment-là? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses?» Est-ce qu'aussi on peut se dire: «Bah, tiens, la pénétration, elle peut même s'enlever de l'équation et puis on peut faire plein de choses» ou même se dire: «OK, la pénétration, elle est peut-être là, puis il y a d'autres Mmh. choses». Vraiment j'aime bien leur dire: «On va prendre toutes les pratiques, puis on va les mélanger et on va en faire, différents Scénario? scénarios». Ouais, Mmh. différents scénarios et ça, généralement, rien que ça aide énormément. Ensuite, évidemment, on va travailler sur, l'expression, des désirs. Donc pareil, hein, ça va demander tout un travail sur identifier ce qu'on aime, explorer et cetera et ensuite l'exprimer. Donc d'exprimer, les désirs. Ça demande aussi au couple d'être à l'aise avec cette notion de plaisir. Des fois, là aussi, pareil, en individuel, de voir s'il n'y a pas des petits blocages, qui restent. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça qui peuvent être dit? Le contexte, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, Oui. le contexte. Par exemple, c'est un couple, qui pourrait avoir déjà toutes ces choses-là, mais bah, se sent pas à l'aise, par exemple. Je pense à un couple qui se sent pas à l'aise parce qu'il y a les enfants qui peuvent venir à n'importe quel moment. Oui. Donc pareil, là, peut-être remettre des limites au sein de la famille même, au sein Mmh. des: «Tiens, là, c'est notre espace, c'est votre espace à vous, là, c'est notre espace à nous, c'est privé et on a un verrou et si vous avez besoin d'aide, évidemment, vous pouvez toquer à la porte et puis on vous ouvrira». Hem, il y a cette notion aussi, je parlais de stimulation, on parlait de stimulation clitoridienne ou des stimulations des organes génitaux, donc oui, ça vient alimenter, donc pareil là, si, il y a des femmes ou des personnes qui ont des clitoris, de pouvoir venir les stimuler si c'est quelque chose de plaisant pendant les rapports à 2. Mmh. Mais pas que, comme je disais, hein, ça part beaucoup du cerveau et de nos pensées, de nos fantasmes. Donc aussi, est-ce que je peux travailler sur cet imaginaire, fantasmagorique? Est-ce que, je peux, voilà, avoir des lectures érotiques, des audios érotiques, des vidéos érotiques? Parce que du coup, ça va venir alimenter, hein, cet imaginaire qui va des fois aussi, venir s'alimenter pendant la nuit avec des orgasmes nocturnes, ça arrive aussi. Il y a des personnes, des fois aussi, hein, ça va relancer leur désir et leur plaisir parce qu'elles ont eu avant des orgasmes, pendant la nuit la veille, quoi. Mmh. Hem, voilà, il y a vraiment 2 choses, c'est vraiment d'être à l'aise, en fait. Souvent, c'est ça et donc est-ce qu'on peut être à l'aise avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on vit? Oui, oui. Super, c'est des très beaux mots de fin. Est-ce que tu voudrais, rajouter un petit quelque chose pour la conclusion, éventuellement? Vraiment, le mot important, c'est que, orgasme, donc vous voyez, comme on l'a dit, orgasme, dès que j'ai des sensations de plaisir, c'est déjà des sensations orgasmiques. Orgasme avec un grand S, c'est-à-dire qu'il y a plein et mille et une façons de ressentir des orgasmes et avec des intensités différentes et c'est très bien, il y a pas de hiérarchie. Vous pouvez, c'est ça qui est chouette, on peut pas s'ennuyer parce que, si on fait plein de stimulations différentes, on va ressentir plein de sensations différentes avec plein d'intensités différentes et donc on ne peut pas s'ennuyer, Mmh. vraiment. Mmh.
Ouais, ne pas s'ennuyer. Alors je me permets quand même de parler du programme en cours, Camille. Donc, le programme sexo-périnatalité, si certaines d'entre vous nous écoutent et sont pro de santé, que vous soyez sage-femme, thérapeute de couple, gynécologue, médecin généraliste, peu importe. Il y a un super programme en ce moment, c'est Camille qui le chapeaute, donc on mettra toutes les infos aussi en dessous de cette vidéo. Je mettrai les infos du podcast de Camille aussi, de son livre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, et plein de réponses aussi à trouver à travers, tous ces médiums différents. Et il y aura aussi un petit formulaire de feedback parce que c'est toujours hyper important pour nous d'avoir vos retours, vos ressentis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, merci pour tout Camille. C'était un très chouette Merci. moment. Ouais, bah, j'espère que ça vous a plu et comme voilà, on pourrait faire pendant des heures et des heures, donc il y a Ouais. encore pas mal de choses à aborder, mais j'espère que ça vous a, intéressé, amené de nouvelles réflexions et puis de continuer à les creuser avec les lectures, les podcasts, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Yes, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce webinaire sur le plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris des notes, des nouvelles réflexions, peut-être des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de faire, de vivre la sexualité. Bien sûr, c'est un webinaire qui est non exhaustif. Il y aurait tellement de choses à dire. C'est ça qui est frustrant. En 1 heure sur le plaisir, il y a tellement de choses à dire. N'hésitez pas à me faire vos retours sur hello@camillebataillon.com. Comme ça, je prendrai vos remarques et je les inclurai dans un prochain webinaire pour vraiment répondre à toutes vos questions. Je vous invite aussi à aller voir mes autres webinaires, que ce soit pour les professionnels et le grand public, sur mon site internet camillebataillon.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un DM sur Instagram, Camille Parle Sexe. Vous pouvez écouter les podcasts Camille Parle Sexe, où on vient approfondir un peu plus avec mes invités en solo sur les thématiques et les sujets la sexualité. Encore merci pour votre confiance. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à tout bientôt.